Gilles Kepel, spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain. Bonjour Gilles Kepel, vous Bonjour. dirigez la chaire Moyen-Orient Méditerranée à l'École normale supérieure. On va égrener la situation du Moyen-Orient qui est généralement présent dans tous les points d'actualité que nous faisons, car aujourd'hui cette région traverse un grand chaos et vous avez cherché à en comprendre les causes, d'en sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, aux éditions Gallimard. Et tout d'abord, la première question que je vais vous poser, elle porte sur la situation à Riyad après le meurtre de ce journaliste Jamal Khashoggi, un journaliste que vous avez bien connu, Gilles Kepel. Oui, en effet, je l'ai connu au début de la décennie 2000, un peu après le 11 septembre 2001, quand l'Arabie Saoudite, qui était alors complètement fermée aux universitaires, sauf quelques Américains, a décidé, à l'instigation du prince Turki El Faisal, qui avait été l'ancien patron du renseignement et qui avait ensuite créé une fondation culturelle au nom de son père, le roi Faisal, de s'ouvrir à la recherche. Et ainsi, on a pu faire entrer un bon nombre, à l'époque ils étaient jeunes, de mes étudiants en thèse qui ont travaillé sur l'Arabie Saoudite, qui sont aujourd'hui la plupart des spécialistes d'ailleurs de cette question. Et dans l'entourage de Turki El Faisal, j'avais justement rencontré Jamal Khashoggi, qui était un personnage très affable, très habitué à discuter avec les Occidentaux, qui avait été, à l'époque du djihad en Afghanistan, très présent auprès de Ben Laden, qu'il connaissait bien, à l'époque où Ben Laden était par ailleurs soutenu par la CIA, et où les Moudjahidines d'Afghanistan étaient considérés comme des freedom fighters, des combattants de la liberté par les États-Unis, par le président Reagan. Et donc, c'est quelqu'un qui a ensuite suivi le prince Turki quand il a été ambassadeur du royaume à Londres et puis aux États-Unis. Il était ce qu'on appelle son media advisor, c'est-à-dire son conseiller pour les médias. Pourquoi le prince Mohammed Ben Salman s'est-il débarrassé de Jamal Khashoggi, si vous considérez qu'il s'en est débarrassé, à moins que vous ayez une autre thèse, Gilles Kepel, pour expliquer la mort du journaliste? Non, de thèse, je n'en ai pas parce que, pour l'instant, évidemment, dans cette affaire qui est un peu le paroxysme auquel aboutit le sous-titre de mon livre, les crises en Méditerranée au Moyen-Orient, qui se produit justement dans une période extrêmement dense où la guerre civile en Syrie touche à sa fin, avec encore des enjeux très conflictuels qui ne sont pas réglés. Celui de la zone de désescalade d'Idlib, est-ce que les Russes vont bombarder ou pas, leur rapport avec les Turcs, que vont faire les Occidentaux qui contrôlent toute la partie de la Syrie qui est au nord-est de l'Euphrate, là où il y a les puits de pétrole, avec les Kurdes du YPG dont les Turcs ne veulent pas. Que vont faire les Iraniens dans cette galère, les Iraniens qui sont aujourd'hui très impactés par les sanctions américaines et le retrait du JCPOA. Il faut bien savoir que depuis quelques mois, leur exportation de pétrole a été divisée par 2, donc ils sont pris à la gorge. Quelle est la stratégie d'Israël et de l'Arabie Saoudite, qui marchait relativement main dans la main, et paradoxalement ces derniers temps. Donc c'est dans ce contexte extrêmement instable que s'inscrit la disparition, l'assassinat, qui a été aujourd'hui avéré de sources saoudiennes officielles, quelles qu'en soient les causes imputées, RIX, enfin bon, il n'y a pas beaucoup de crédibilité là-dedans, bien sûr, mais de Jamal Khashoggi. Donc, Pourquoi se débarrasser de lui? Alors, il y a Khashoggi, paradoxalement, partagé, autant que je puisse le comprendre, parce que je n'avais pas vu ces derniers temps. J'ai été interdit de séjour en Arabie Saoudite entre 2010 et 2017, donc je l'ai moins vu à ce moment-là. Mais d'après ce que je comprenais, je connaissais de lui, et ce que je pouvais continuer à lire, il partageait, disons, les vues réformatrices qui sont celles du prince héritier. C'est-à-dire que le royaume a besoin de mettre à l'écart le tout salafisme, si vous voulez, qui va de pair avec la rente pétrolière. C'est ce que j'appelle dans la première partie du livre la dialectique du baril et du Coran. Et c'est-à-dire l'augmentation des prix du pétrole à partir d'octobre 73 a pour corrélation une islamisation massive de l'ordre politique, parce que c'est ce qui va protéger
les dirigeants des pétromonarchies et empêcher la contestation, ce qui va leur permettre aussi de se débarrasser de leurs rivaux nationalistes arabes à l'époque, les Nassériens, etc. Et aujourd'hui, cette perspective n'est plus possible en Arabie Saoudite parce que la rente pétrolière a favorisé le fait que la monarchie est restée dirigée par les enfants du roi Faisal, du roi Ibn Saoud, ses fils, dont la gériatrie alliée à une rente fabuleuse a permis de les maintenir en vie jusqu'à hors d'âge, si je puis dire. Et de ce fait, on avait une prise de décision extrêmement lente, des décisions qui devaient passer par un consensus des princes, qui se partageaient les offsets pour point de pourcentage près. Donc tout ça était extrêmement lent et a favorisé les ambitions du Qatar, qui, avec un système beaucoup plus efficace, des cycles courts de décision, la chaîne El Jazeera comme une machine de propagande extraordinaire, a taillé des croupières à l'Arabie Saoudite. Et donc, le système saoudien, sauf à se casser la figure, devait absolument se bouger réformer en ce sens. Et en Arabie, vous avez... C'est le seul pays qui est vraiment peuplé de la péninsule, à part le Yémen, mais qui est pas dans le Conseil de coopération du Golfe. Vous avez une jeunesse qui est assez importante, qui, du fait de la rente pétrolière, a quand même été pas si mal éduquée que ça. Notamment, beaucoup sont partis s'éduquer aux États-Unis, sont revenus, et aujourd'hui sont très désireux que les choses bougent et changent. Ça, c'est indéniable. Et moi, surtout, je l'ai vu, puisque j'ai été absent pendant 7 ans de ce pays, donc j'ai été pas mal allé avant aussi, et donc j'ai quand même vu la différence très nette dans les mentalités, dans la transformation des choses, le florissement d'un marché de l'art, de la littérature, etc. Et c'est sur cette vague, si vous voulez, qu'a surfé le prince héritier, voilà, et aussi dans ce dont Jamal se faisait le porte-parole. C'est pourquoi on ne comprend pas pourquoi donc le prince aurait choisi de le tuer au risque de déclencher une crise pour son pays, Gilles Kepel. Alors, sur la responsabilité, pour l'instant, il y a un certain nombre d'imputations, mais moi, je ne vais pas les faire. Je suis pas procureur, je ne sais pas ce qu'il en est encore à ce moment. Mais en termes de ce qui les opposait, c'est que Khashoggi, tout en partageant la volonté de transformation du royaume, reprochait au prince de le mener d'une manière autoritaire. Et lui se référait justement à d'autres types d'idéaux. Alors, est-ce qu'il fallait lui donner entièrement crédit ou non? Ça, c'est une autre question. Là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il est mort et qu'évidemment, les choses ne se reposent plus en ces termes-là. Aujourd'hui, quelle est justement la stratégie de la Turquie, puisque Recep Tayyip Erdogan a fait un certain nombre de révélations, a dit qu'il continuerait à les faire. En langage journalistique, on dirait qu'il feuilletonne la mort de Khashoggi. Que cherche-t-il, Gilles Kepel? Oui, il y a une distillation des informations qui est très importante et ça s'inscrit justement dans ce contexte conflictuel que je mentionnais tout à l'heure en réponse à votre question, à savoir que la Turquie est l'un des pays qui aujourd'hui est dans la seringue. Après le coup d'État manqué contre Erdogan en juillet 2016, qui a été imputé par celui-ci au prédicateur Fethullah Gülen, qui est réfugié aux États-Unis, et donc il a pointé du doigt les États-Unis qui ne voulaient pas l'extrader comme l'ayant soutenu. Bon. Du coup, il s'est réconcilié spectaculairement avec Vladimir Poutine, qui le soutient, ce qui s'est traduit d'ailleurs par le lâchage des rebelles syriens d'Alep, qui étaient soutenus à bout de bras, approvisionnés par la Turquie. Et en décembre 2016, Alep est tombé, favorisant ainsi la victoire de Bachar el-Assad et des Russes. Donc les Turcs aujourd'hui ayant basculé, alors qu'ils sont membres de l'OTAN, très, très près des Russes, se sont mis dans une situation très conflictuelle avec les États-Unis. La livre turque s'est effondrée, le pays investit énormément, et donc vous savez en ce moment ce qu'on appelle les émergents sont en train de souffrir des retournements avec la conjoncture. J'étais 2 fois en Turquie, j'ai beaucoup voyagé pour ce livre ces 6 derniers mois. J'étais 2 fois en Turquie là récemment. Fin avril, il fallait 5 livres turcs pour 1 euro, et il y a un mois, 7,5.
Donc il y a eu près de 40% de baisse depuis la fin de l'année de la devise. Les Turcs sont très embêtés. Ils ont relâché un prédicateur protestant qu'ils accusaient de toutes sortes de choses, pensant l'échanger contre Fethullah Gülen, mais ça n'a pas marché. Et ils sont en train d'essayer aujourd'hui de reconstruire une relation avec les États-Unis, tout en sapant le sol sous Mohammed Ben Laden. Pourquoi ? Parce que même si la ligne du clivage principal au Moyen-Orient, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, et surtout aujourd'hui entre forces sunnites et forces chiites, un axe chiite, un croissant chiite, comme on le dit, dirigé par l'Iran, lui-même très affaibli, qui va jusqu'à Beyrouth et Latakia, en passant par la Syrie et l'Irak, et de l'autre côté un bloc sunnite. Ce bloc sunnite est lui-même fracturé entre d'un côté Arabie Saoudite, Émirats et Égypte, pour faire vite, et de l'autre Turquie, Qatar. Qatar qui subit un blocus très sévère des Saoudiens et des Émiratis aujourd'hui. Or, l'affaire Khashoggi et la manière dont elle est gérée par les médias turcs, les médias d'État, aujourd'hui a permis d'enfoncer un coin très important entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Trump est donc va en campagne pour remporter les élections de midterm, du mi-mandat, et tous ses opposants se sont emparés de l'affaire Khashoggi pour dire voilà les gens avec lesquels vous travaillez, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux plutôt revenir à une alliance avec le Qatar qui conserve beaucoup de soutien aux États-Unis. Le Qatar est un pays extrêmement riche et l'argent qu'on peut gagner avec lui autour du gaz, et bien sûr, ce sont des sommes très importantes. Et les Turcs sont en train de revenir, si vous voulez, dans les petits papiers des Américains aujourd'hui. Donc tout ça est propre à une forme de redistribution des cartes dans la région autour de ce qui me semble le plus important, qui est un peu, d'une certaine manière, 100 ans après, on est de nouveau, c'est la fin de la guerre de 14-18, si vous voulez, au Moyen-Orient. Vous voyez, comment va s'organiser la sortie de la crise, comment va s'organiser la nouvelle donne des cartes dans la région, quel rôle l'Europe peut-elle jouer et comment vont fonctionner les Russes et les Américains. Alors attendez, Gilles Kepel, n'allez pas si vite. Donc vous publiez Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient. Or, il y a une situation dramatique, c'est celle du Yémen. Et vous avez prononcé le nom de ce pays. Et il y a aujourd'hui une guerre qui n'en finit pas, à moins que vous considériez que l'issue de ce conflit soit proche. Il faut rappeler quels sont les protagonistes du conflit au Yémen et puis nous expliquer peut-être, Gilles Kepel, pourquoi l'évocation donc de l'assassinat de Jamal Khashoggi suscite tant de commentaires alors que la guerre au Yémen, qui a déjà tué plus de 10 000 personnes et mis les 3/4 du pays dans une situation humanitaire épouvantable, elle provoque quand même très peu de réactions. Oui, vous avez raison, mais vous savez, même pour les journalistes entre eux, il y a eu beaucoup d'autres journalistes qui sont tombés dans cette guerre et ailleurs. La raison pour laquelle c'est un tel scandale universel, outre le fait qu'il était journaliste, ou en tout cas en partie journaliste, c'est que on peut imputer le crime. Enfin, on se demande si on peut imputer le crime à un État, premièrement, et deuxièmement, les détails qui ont été révélés ou distillés par les Turcs sur les modalités de sa disparition sont particulièrement macabres. Et là, on est dans le système aussi de l'Internet, du gore, de tout ce dont l'État islamique a bénéficié. Il y a cette dimension-là qui en fait une story, si j'ose dire, qui est une histoire. Voilà, qui fait que, oui, enfin, je l'emploie délibérément en anglais, non pas parce que je ne connais pas le mot français, mais c'est parce que, justement, parce que c'est quelque chose qui fonctionne dans la mentalité de Gilles Kepel, pourquoi cette indifférence vis-à-vis du Yémen ? Pourquoi l'Arabie Saoudite peut se livrer là-bas à une guerre terrifiante sans susciter la moindre critique ? Donc, vous me laissez combien de minutes pour expliquer le Yémen? 30 secondes. Donc, c'est un peu compliqué, mais il y a tout un chapitre dans le livre qui l'explique très en détail, donc j'y renvoie vos auditeurs. En fait, le Yémen donc, est un pays très pauvre, très peuplé, qui a un petit peu de pétrole, pas beaucoup, et qui est situé au sud de l'Arabie Saoudite, qui en a conquis un morceau très significatif sur
sur la mer Rouge, quand le royaume saoudien s'est constitué au XXe siècle. Et aujourd'hui, le nord du Yémen, dont la partie montagneuse, la plus peuplée, et qui est traditionnellement de confession zaïdite. Alors les zaïdites, c'est une branche dissidente de l'islam qui se rapproche plus ou moins du chiisme, mais pas complètement, du chiisme iranien. Et donc ces zaïdites avaient été très affectés par les agissements d'un ancien zaïdite converti au wahhabisme saoudien et très excité, qui s'appelait Moqbel el-Wada'i, qui souhaitait que les jeunes zaïdites se convertissent massivement au sunnisme, radical saoudien, excommunient leurs parents, etc. Ça a créé un mouvement de réaction à ce wahhabisme qui s'appelle le mouvement Houthi. Et ce mouvement a pris les armes contre le pouvoir de Sanaa, la capitale du Yémen, contre Ali Saleh, suspecté d'être payé par les Saoudiens pour les réprimer, etc. Et de fil en aiguille, les Houthistes ont commencé à obtenir du soutien de l'Iran. Et là, les Saoudiens ont vu rouge parce que l'Iran, à travers les Houthistes, a mis une sorte, si je puis dire, de Hezbollah. Vous voyez, le Hezbollah qui est au nord du Liban, qui est au sud du Liban, pardon, et au nord d'Israël, et qui fait pression sur Israël. On avait le sentiment que les Houthis étaient une sorte de Hezbollah qui était au sud de l'Arabie Saoudite, qui enfonçait, qui était une épine dans son pied ou dans son flanc. Donc, quand Mohammed Ben Salman est arrivé au pouvoir, effectivement, en 2015, comme ministre de la Défense, dans un premier temps, donc il a lancé une offensive contre le nord du Yémen, une offensive militaire, une coalition de pays sunnites, appuyée d'ailleurs par les Occidentaux, considérant qu'il y avait là une menace iranienne à travers les Houthis qui faisait peser des menaces sur les puits de pétrole, sur l'Arabie Saoudite, il faut le rappeler, un partenaire majeur de l'Occident, puisque qui est un exportateur de pétrole, qui est le numéro 1, avec la Russie d'ailleurs, ce qui explique pourquoi ils s'entendent aujourd'hui si bien, ce qui est paradoxal, c'est que les deux pétromonarchies, l'Arabie Saoudite et la Russie, qui est devenue une pétromonarchie aujourd'hui, se sont alliés pour faire monter les prix du pétrole, qui étaient descendus à 26 et quelques dollars en 2016. Et donc cette offensive a été une offensive extrêmement violente, de bombardements indiscriminés, qui n'ont pas abouti à grand-chose en termes militaires. C'est-à-dire que dans la région montagneuse, les Houthis restent qui ont résisté à toutes les... Ces montagnes sont très difficiles d'accès à toutes les invasions. C'est pour ça qu'ils ont conservé leur religion particulière, si vous voulez. Au Moyen-Orient, dans toutes les régions montagneuses, vous avez la survivance des religions, soit pré-islamiques, soit des dissidences. Les maronites chrétiens au Liban, dans les sommets, les chiites au-dessous, les alaouites, etc. Et parallèlement, le sud du Yémen, aujourd'hui, qui était autrefois une république indépendante marxiste-léniniste, qui s'est réunifiée dans les années 90 avec le Yémen du Nord, et plus ou moins contrôlée par les Émirats arabes unis, par Abu Dhabi, qui n'est pas opposé véritablement à ce qu'ils reprennent une sorte d'autonomie, ce qui permet de contrôler toute la route du pétrole. Alors vous avez dans le livre des cartes qui sont magnifiques. Des cartes signées Fabrice Balanche. Je peux en faire d'autant plus l'éloge que c'est pas moi qui les ai faites. Et il y a notamment une carte, il y a deux cartes sur le Yémen, une des conflits intérieurs et une de la manière dont le Yémen est un enjeu considérable aussi pour le contrôle du détroit de Bab el-Mandeb qui ouvre vers la mer Rouge et le canal de Suez, où il y avait toute la piraterie ces dernières décennies. Donc voilà à peu près la situation aujourd'hui. Ce conflit reste pour l'instant non résolu, mais l'affaire Khashoggi et les pressions éventuelles des États-Unis sur l'Arabie sont évidemment quelque chose qui peut également en transformer la nature. Gilles Kepel, Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, c'est le livre que vous publiez chez Gallimard.